Bonsoir. Bonsoir. Wir sind sehr glücklich und fühlen auch uns geehrt, Professeur Thomas Diez, heute Abend zu empfangen et de continuer maintenant en français pour vous saluer tous. Je sais que les grèves expliquent largement les difficultés que vous avez eues à nous rejoindre et j'espère à repartir tout à l'heure. Donc merci d'être présent pour ceux qui ont pu l'être et je salue les autres qui suivent ce cycle de conférences à distance ou qui sont à distance à cause de la grève. Comme je le disais, en le saluant avec 3 mots d'allemand, je suis très heureux d'accueillir dans ce cycle de conférences Thomas Diez, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de Tübingen, une carrière universitaire prestigieuse après avoir eu son doctorat à l'université de Mannheim, était Research Fellow, chercheur au Copenhagen Peace Research Institute pendant un certain temps, d'ailleurs je pense en préparation de sa thèse, de son PhD, à la suite de quoi il a été maître de conférence puis professeur à l'université de Birmingham avant de retrouver l'université ou de trouver l'université de Tübingen depuis 2009. Il est également président de l'Association européenne des études internationales, rédacteur en chef de la série Nomos. Il est aussi titulaire d'un prix réputé, le prix Anna Lindh, pour sa contribution aux études sur la politique étrangère de l'Union européenne. L'Union européenne a été une de ses thématiques. Nous avons reçu en début de cycle Nathalie Tocci, avec qui il a d'ailleurs rédigé 2 ouvrages, je crois. Mais son centre d'intérêt a été particulièrement concentré sur les problématiques de gouvernance européenne, sur les problématiques des institutions européennes, sur la problématique de l'environnement et du climat, comme Nathalie qui nous en parlait aussi la fois dernière, sur au fond la transformation de cette construction européenne et le rôle de l'Union européenne comme acteur, d'abord dans son environnement, les problématiques des crises traversées par l'Union européenne, y compris les conflits périphériques. Il est un des spécialistes du conflit, enfin de la problématique chypriote, mais il a aussi écrit sur les problématiques des Balkans. Évidemment, il y a un de ces derniers articles qui avait suscité notre attention et notre intérêt quand on a conçu ce cycle autour des problèmes de la paix, de la guerre sur notre continent, comment envisager les conditions d'une paix future sur ce continent quand la guerre en Ukraine sera passée. Il faut souhaiter qu'elle le soit rapidement, mais je disais la fois dernière qu'on entrait dans une nouvelle phase de la confrontation qui épaississait plutôt le brouillard de la guerre plus qu'il ne l'éclairait, mais qu'au terme de ce bras de fer, une solution soit possible pour envisager de reconstruire autrement la paix que finalement nous avons laissé glisser entre nos doigts dans les dernières années. Et donc cet article Russia's War and the Future of European Order, et notamment ses conclusions qui listaient un certain nombre de propositions ou d'hypothèses ou de pistes qui étaient parues au printemps de l'année dernière, on l'avait trouvé très stimulant. Et donc quand le comité de pilotage de la chaire a recherché la liste de cette invitation, c'est naturellement qu'on s'est tourné vers vous et qu'on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur une conférence que vous avez choisi d'intituler « L'éclatement du monde, la guerre russe et le défi de l'ordre international ». Mais je pense qu'au-delà ou en deçà de l'ordre international, on parlera aussi beaucoup d'Europe. Tout le monde connaît, mais vous forcément un peu moins bien, les règles du jeu de ces conférences. Vous avez la parole pour nous présenter votre conférence, pour nous présenter votre exposé pendant 45 minutes et 1 heure. Enfin, le temps, on laisse très libre nos conférenciers d'utiliser tout le temps, et puis les étudiants, de toutes les façons, ont l'habitude de ces cycles universitaires, de ces exposés, de ces conférences. Puis après, il y a une autre heure, je reviendrai peut-être dans un échange entre nous, et puis ensuite, c'est la parole à la salle, si vous l'acceptez, avec un échange avec tout le monde.
on concentre toujours le premier cycle de questions sur les étudiants et puis ensuite les auditeurs libres qui assistent à ce cours sont les bienvenus pour également poser les questions. Si ces règles du jeu vous vont bien, alors c'est très volontiers que je vous cède la parole pour cette conférence intitulée « L'éclatement du monde, la guerre russe et le défi de l'ordre international ». Thomas Diess, vraiment très bienvenue. On est désolé des conditions qui ont peut-être été un peu moins favorables. C'est pas notre amphi. On a dû changer d'amphi. Il a fallu prendre un peu de temps pour l'installer. Il y a cette question de la grève qui fait que voilà, les choses sont peut-être un peu compliquées aujourd'hui. On est très heureux que vous soyez là, même si les conditions sont peut-être pas les plus optimales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi de m'avoir invité et de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de ne pas parler français et de devoir donc continuer en anglais. Je vous remercie de votre compréhension. Et donc vous aurez compris qu'il vaut mieux que je poursuive en anglais maintenant. Merci infiniment, professeur Gauthier, pour cette aimable invitation à cette vénérable université. Je dois avouer que je ne suis jamais venu en Sorbonne, j'ai seulement été en dehors du bâtiment, donc c'est un moment important dans ma carrière et j'ai donc hâte de pouvoir échanger avec vous. Vous avez entendu ma bonne amie Nathalie Tocci il y a quelques semaines et j'espère que je pourrai, même de loin, être à la hauteur de ce qu'elle vous a présenté. En fait, nous avons certains désaccords sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui et nous avons certains désaccords sur d'autres sujets, peut-être. Nous-mêmes, au sein de cette salle, nous pourrons lancer le débat. Vous le savez peut-être, mes travaux des dernières années se sont concentrés sur l'UE en tant que puissance normative. Je vais dire que je ne vais pas utiliser l'UE en tant que puissance normative énormément. Je vais simplement en dire quelques mots sur les conséquences de la guerre sur l'UE et peut-être que nous pourrons aussi soulever cette question pendant la discussion. Ce qui me préoccupera aujourd'hui, c'est en effet ce que l'on peut retirer d'une approche théorique spécifique des relations internationales que j'aimerais appeler l'approche de la société internationale. Certains d'entre vous qui étudient les relations internationales le sauraient aussi. On appelle cela aussi l'école anglaise. Je déteste ce terme d'école anglaise. Bon nombre de ces étiquettes ont toujours été inventées par ceux qui les critiquent. Et donc ceux qui appellent cela l'école anglaise ont tendance à avoir un point de vue péjoratif sur cela. Donc moi je vais plutôt appeler cela l'approche de la société internationale et je vais plutôt poser la question suivante aujourd'hui. L'un des arguments fondamentaux de cette approche est en effet qu'il existe une société d'État qui possède des institutions spécifiques qui lui permettent de se perpétuer. Cette approche, en particulier ces institutions que nous disent-elles sur la guerre et sur les perspectives pour une architecture future de sécurité européenne, ou bien peut-être pas tant une perspective, mais plutôt qu'un principe pour ce genre d'architecture. Ce que je vais vous dire résonne avec le débat actuel sur les défis qui se posent à ce que l'on connaissait comme l'ordre européen, et je vais aussi revenir sur des arguments qui sont liés à des questions telles que le rôle du commerce, des échanges pour faire changer certains États. Et puis, je ne vais pas simplement répéter ce que vous savez déjà, mais comme je l'ai dit, je vais aussi proposer certains arguments plus polémiques. Je souhaite le faire en commençant par une critique et une problématisation de ce que l'on appelle généralement le récit réaliste de la guerre. Bon nombre d'entre vous le saurez, avec la guerre, la géopolitique à l'ancienne, les conceptions à l'ancienne de l'ordre international sont revenues au goût du jour.
Moi, je souhaiterais dire qu'il y a des problèmes quant à cette interprétation de la guerre et du monde. Et ensuite, je vais esquisser les contours d'une société internationale en tant qu'autre solution, me concentrant en particulier sur ce qui me semble être les institutions fondamentales de cette société internationale, ce qu'elles nous disent quant à la guerre et quelles sont les conséquences que l'on pourrait en tirer pour une architecture éventuelle de sécurité européenne après la guerre. Et certaines de ces réflexions ont déjà été esquissées dans l'article du printemps dernier. Et là, voilà un développement plus poussé de ce genre d'arguments. Je vais commencer par voir si l'on peut comprendre cette guerre comme étant, comme venant conforter le réalisme comme étant une école de relations internationales qui met l'accent sur l'anarchie et le fait que les États sont toujours sous la menace d'autres États et qu'il faut donc qu'ils se prémunissent contre d'autres États. Et puis, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine par la Russie semble confirmer le réalisme dans les circonstances actuelles, mais il semble que l'on vive dans un monde d'anarchie dans lequel il y a toujours le danger qu'un État en envahisse un autre. En tant que bons Européens, qui faisons partie du projet d'intégration européenne, nous espérions que ce ne serait pas le cas et nous avons parlé d'une époque en pleine mutation. Et là, c'est parce que cela nous rappelle toujours qu'il existe la possibilité d'une infraction à l'ordre que nous valorisons tellement. Et puis, deuxièmement, il semblerait que la guerre vienne conforter ceux qui ont été sceptiques quant aux possibilités de faire changer d'autres pays par le commerce. C'est ce que l'on appelle généralement l'interdépendance. Troisièmement, dans la même veine, ces idées quant à la socialisation des États, le fait que l'on puisse socialiser les États, les faire participer à la société par le biais d'un ordre international libéral, par le biais des dialogues et de l'incorporation institutionnelle, il semble que ces arguments aient échoué également. Et bien sûr, c'est l'Union européenne en particulier qui était l'un des acteurs qui était très friand de cette idée de socialisation. Et généralement, quand on parle de l'Europe puissance normative, une puissance normative fait de la socialisation en incorporant d'autres États dans des institutions conjointes par le biais du dialogue, mais aussi en fixant un exemple pour le monde. Et toutes ces vérités semblent avoir été mises en éclat. Néanmoins, j'aimerais indiquer que c'est un point de vue trop simpliste de la guerre et que ce point de vue simpliste se fonde sur une interprétation superficielle du réalisme, ce qui est partagé à la fois par les défenseurs et les avocats du réalisme. L'une des indications de cela, c'est cette diapo que j'ai tirée de la revue Foreign Affairs, une revue qui est assez populaire, une revue américaine assez populaire dans le domaine des relations internationales. Et au printemps dernier, on a demandé à des analystes s'ils étaient d'accord avec John Mearsheimer, qui est assez bien connu, à savoir que c'était aux États-Unis que revenait la faute de la guerre. Selon Mearsheimer, nous en reparlerons dans un moment, selon Mearsheimer, la Russie se sentait menacée par l'expansion de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN était majoritairement une entreprise américaine et donc il ne fallait pas peut-être cautionner la guerre, mais elle était en tout cas explicable et compréhensible et c'était la conséquence de la politique étrangère américaine. Sur cette diapo, vous voyez la situation de ces analystes pour savoir s'ils étaient en désaccord ou en accord avec Mearsheimer. Ce ne sont pas tous des réalistes, mais certains d'entre eux étaient réalistes et ils s'inscrivent dans la même tradition que Mearsheimer. Et ce que nous démontre cette diapo est de deux ordres. Tout d'abord, ils sont tous très confiants
On est tous dans la deuxième moitié, la moitié supérieure. Ils sont tous confiants quant à la justesse de leur point de vue, à part Nixon, qui, tout en bas, qui est moins confiant, qui est peut-être le seul qui soit honnête. Et ils sont tous assez confiants de savoir si cet argument est juste ou faux, mais le problème, c'est qu'ils semblent être fortement en désaccord. Cela doit nous donner à réfléchir parce que si le réalisme pouvait expliquer tellement clairement la guerre, ils devraient tous être du même côté, mais en fait, on voit bien qu'ils sont tous d'un côté différent du spectre. Et selon moi, il y a certains problèmes avec le réalisme en tant qu'approche des relations internationales en général et en tant qu'explication de la guerre. Le problème en général, qui a été proposé de façon développée par Wendt, est que le réalisme est une prophétie autoréalisatrice. Cela se réalise parce qu'on dit aux dirigeants que c'est comme cela que le monde fonctionne. C'est un argument circulaire. Cela fonctionne parce que les gens y croient. Et puis, bien sûr, les efforts de l'UE en tant que puissance normative pour modifier visait en fait à modifier ce que l'on voyait comme étant normal dans les relations internationales. Et peut-être que ces efforts n'ont pas suffisamment réussi. Mais ce qui est plus problématique dans le domaine de la guerre d'Ukraine, c'est qu'il y a des incohérences dans le réalisme, comme on l'a déjà vu avec le fait qu'il y a des différences de point de vue dans l'accord avec Mearsheimer ou pas. Mearsheimer explique la guerre par la réaction compréhensible de la Russie à la politique américaine, mais selon lui, l'Ukraine aurait dû conserver ses armes nucléaires après la guerre froide. Pour moi, c'est problématique parce que ça, bien sûr, cela aurait posé une menace encore plus grande pour la Russie. Et on peut comprendre que, par leur nature même, les armes nucléaires sont une dissuasion pour les autres et que leur but n'est pas d'être utilisées. Mais on pourrait penser qu'il pourrait y avoir encore une guerre sous le seuil de la guerre nucléaire, comme c'est le cas actuellement. Donc, partant, comment peut-on avancer que l'Ukraine aurait dû avoir des armes nucléaires tout en défendant que l'expansion de l'OTAN est une menace pour la Russie, et cela explique l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Selon moi, cela est assez nébuleux. Et puis, il y a aussi le problème de l'indétermination. Selon Mearsheimer, tout tourne autour de l'idée selon laquelle, afin de pouvoir se défendre, les États doivent être offensifs. C'est ce que l'on appelle le réalisme offensif. Il y a une autre solution. Kenneth Waltz avance toujours que les États recherchent leur propre sécurité et donc ils renforcent leur défense. Mais selon Mearsheimer, afin de pouvoir nous défendre, on ne peut pas rester oisif et préparer nos défenses. En fait, il faut que l'on suive une certaine marche expansionniste. Si tel était le cas, selon moi, on aurait attendu de l'OTAN et des États-Unis qu'ils soient bien plus agressifs vis-à-vis de la Russie, et cela n'a pas été le cas. Donc, à bien des égards, Mearsheimer tire les mauvaises conclusions de sa propre théorie à chaque fois qu'il le veut bien. Quatrièmement, il me semble qu'on en arrive à des problématiques irréalistes, à des politiques irréalistes et problématiques si l'on suit ce point de vue réaliste. Parce que nous serions obligés aussi nous-mêmes de développer nos défenses vis-à-vis de la Russie, et il y a certains arguments en faveur de cela. Il faut que l'on défendent nos voisins baltes, par exemple. Mais en même temps, je suis convaincu qu'il est impossible de former un ordre européen stable simplement sur la base de l'équilibre des puissances. Il faut qu'on réfléchisse à une architecture sécuritaire européenne qui ne fonctionne pas simplement sur le principe de la dissuasion, en partie parce que l'on ne sait pas dans quelle mesure la Russie sera dissuadée par ses actions. Pour cela, je pense qu'il faut regarder autre part.
et ne pas considérer simplement le réalisme. Plutôt qu'en supposant que le réalisme a raison, on peut suivre l'approche de la société internationale qui, comme vous le verrez, fonctionne plus ou moins avec les mêmes concepts, mais pour parvenir à des conclusions différentes. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas cette approche, je vais en esquisser l'idée de base. L'idée de base est que les États ne forment pas simplement un système dans lequel ils sont liés les uns aux autres mécaniquement, et donc si un État fait quelque chose, automatiquement cela a des conséquences pour un autre État. Ça, c'est le point de vue de Mearsheimer. Pour lui, les États, c'est un système international, les États-Unis font quelque chose, la Russie est tenue de réagir. L'approche de la société internationale théorise que les États forment plus qu'un système, ils forment une société. Et généralement, on utilise la définition de Hadley-Bull de la société internationale qui a été développée dans son ouvrage « La société anarchique » de la fin des années 70. Dans cet ouvrage, il définit une société d'États, une société internationale qui existe quand un groupe d'États, conscient de certains intérêts en commun et de valeurs en commun, forment une société en ce sens qu'ils se conçoivent comme étant tenus par un ensemble commun de règles dans leurs relations les uns avec les autres et qu'ils œuvrent ensemble dans des institutions communes. Alors, quelles sont ces valeurs fondamentales partagées par les États ? Vous pourriez vous demander, et là on ne parle pas d'une société internationale, à savoir des particuliers et des ONG. Les étudiants se méprennent souvent sur cela. Là, on parle d'une société d'État. Et quelles sont les valeurs fondamentales de la société des États ? Les valeurs fondamentales sont la souveraineté et la non-intervention. Voilà les valeurs fondamentales de la société des États. Alors ça décevra souvent ceux qui espéreraient y voir les droits humains, la révolution, les politiques vertes ou que sais-je. Mais voilà les valeurs fondamentales, souveraineté et non-intervention. Et afin d'assurer leur propre souveraineté et non-intervention, au fil du temps, dans toute l'histoire, les États ont formé un certain nombre d'institutions, des institutions définies comme étant des modèles de pratique, des institutions qui ont été identifiées au nombre de 5 par Bull. Il y a le droit international, la diplomatie, l'équilibre des puissances, la gestion par les grandes puissances et la guerre. Voilà 5 modèles de pratique, 5 institutions vers lesquelles se tourneraient les États afin de maintenir l'ordre de la société internationale et portant pour assurer leur propre souveraineté et garantir la règle de la non-intervention. Il y a un débat de longue date et interminable pour savoir quelles institutions l'on pourrait ajouter à cette liste, et aujourd'hui j'en proposerai 2 autres parmi ces institutions que j'aimerais ajouter à la liste de Bull. Le commerce est ici, en fait, là c'est moi qui vire Kazakh un petit peu parce que j'ai toujours été sceptique quant à ceux qui utilisaient le commerce comme une institution, et j'ajouterai aussi le colonialisme. Je n'ai pas beaucoup parlé de ces institutions, j'y reviendrai tour à tour pour expliciter ce qu'elles nous apprennent sur la guerre et sur l'architecture sécuritaire européenne. Avant d'y arriver, permettez-moi de dire que dans un débat, certains ont avancé que ce que voyait Bull comme étant la société internationale avec ses valeurs fondamentales de souveraineté et de non-intervention, cela pourrait ne pas être la seule société internationale qui existe, et cette société internationale peut évoluer. Et cela a entraîné un débat que l'on appelle généralement le débat entre pluralisme et solidarisme. Et essentiellement, le débat porte sur le degré
auxquels une société d'État peut incorporer des arguments de la société mondiale, de nous, individus, dans leur propre système. Et ça, c'est souvent une question de droits humains. La solution standard pour les droits humains dans la société internationale est que ce sont les États qui garantissent les droits humains. Partant, le régime de droits humains au niveau onusien connaît d'énormes problèmes d'exécution et pour faire respecter ces droits humains, parce que, en fin de compte, c'est aux États eux-mêmes d'être responsables de la garantie de ces droits humains. Et bien sûr, là, je dis cela à Paris, où les droits humains jouent un très grand rôle. Ça, bien sûr, c'est un peu problématique, parce que les droits humains sont généralement exprimés à l'encontre d'un État. Et donc, le fait qu'un État vienne les garantir, ça n'est peut-être pas tout à fait la bonne façon de faire les choses. Là, la question en particulier après la fin de la guerre mondiale a été de savoir comment l'on pouvait incorporer ces revendications, les droits humains, mais aussi des revendications environnementales dans la société internationale. Et la solution à cela était l'expansion des valeurs fondamentales de la société internationale, notamment pour incorporer la responsabilité vis-à-vis des personnes en dehors du territoire de ces États, ce que Nick Wheeler a appelé les étrangers. Il y a un livre célèbre de Nick Wheeler qui s'appelait en anglais « Sauver les étrangers », quelque chose que ne font pas généralement les États. Et puis, bien sûr, on en a vu les évolutions internationales au niveau de l'ONU qui témoignent de cette expansion des valeurs et de la responsabilité de protéger et de la Cour pénale internationale. Et généralement, on voit cela comme les piliers d'un ordre international libéral post-guerre froide que l'on a vu se dégrader ces dernières décennies, mais que l'on considère maintenant comme ayant échoué. La première remarque que j'aimerais apporter sur la guerre est que Poutine et puis aussi la Chine jouent un double jeu vis-à-vis de cette expansion de la société internationale. D'un côté, il s'y oppose fortement à cette expansion parce que cette expansion apporte encore plus d'ingérence dans les affaires internes des États. Et puis, vous aurez remarqué que dans le plan pour la paix de la Chine, le premier principe était la non-intervention. Mais en même temps, chaque fois que cela leur semble adéquat et utile, Poutine et la Chine vont aussi utiliser l'argument de la structure de valeur élargie de la société internationale, par exemple, quand Poutine fait référence à la protection des russophones dans le Donbass. Alors là, il fait des revendications sur le fait que d'autres personnes devraient être protégées. Alors bien sûr, c'est une pente glissante ici parce qu'il voit ces personnes comme étant son propre peuple, sa propre nation. Ça n'est pas si évident, mais au sein de la société internationale, il joue ce double jeu et en retournant ses principes à son propre avantage. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter la diapo. Alors, est-ce que la guerre signifie la fin de la société internationale? Parce que quand on pense à une société composée d'États et un pays en envahit un autre, on se dit, ben voilà, c'est la fin là de la société internationale, la société des États. Or, à mon sens, ce n'est pas le cas. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la violation de normes en soi ne démontre pas l'inexistence des normes. Enfin, on le voit au quotidien. On voit qu'on traverse la rue alors que le feu est rouge. Même moi, en tant que piéton en Allemagne, bien qu'allemand, il m'arrive de traverser au rouge. Mais la norme, c'est de ne pas traverser au feu rouge, qu'on soit allemand d'ailleurs ou pas. Mais la violation, le non-respect des normes, paradoxalement, rend les normes encore plus visibles. Que les normes continuent, enfin, l'existence ou non des normes dépend de la réaction des autres membres de la société face au non-respect de ces normes. Deuxièmement, toute société porte en elle des mauvais garçons ou des mauvaises filles. La société ne décrit pas un monde idéal où tout le monde s'embrasserait sur la bouche, non. Les sociétés ont toujours été pleines de conflits et il y a toujours
des moutons noirs. On pense au dîner de famille où il y a toujours ceux qui se comportent mal, qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs pas propre aux sociétés, à la société internationale. C'est quelque chose de très général. Et le fait que il y ait des gens, l'inconduite de certains ne démontre pas l'absence d'une société. Au contraire, le problème se situe ailleurs. C'est un petit peu comme les familles au repas de Noël. Il n'y a pas la capacité, si vous voulez, d'appliquer les règles pour contraindre ceux qui se comportent, qui se conduisent mal, à rentrer dans le rang. On n'a pas de normes de police, mais justement, l'idée au niveau de la société internationale, c'est d'avoir justement ces moyens. La société internationale n'ayant pas une nature hiérarchique, il n'y a pas si vous voulez, les mêmes moyens, si vous voulez, de mettre en œuvre, d'appliquer les principes, mais les principes existent pour autant. Alors, vous avez des situations où des sanctions s'appliquent. Ça ne veut pas dire que tout le monde les applique, mais c'est un petit peu comme les membres de la famille qui vilipendent les autres au dîner de Noël. La dernière résolution des Nations Unies a condamné le 23 février l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous aviez en fait 141 voix en faveur pour donc cette voix contre, c'est-à-dire les pays qui ne voulaient pas se retrouver en mauvais termes avec la Russie en l'occurrence. Donc, 7 votes contre, qui sont-ils? La Bélarus, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua, la Russie, bien sûr, et la Syrie. Donc, vous avez 141 voix pour, 32 abstentions et 7 voix contre. Mais là, c'est justement comme par hasard ceux qui, disons, les moutons noirs de la société internationale, ceux qui sont ceux qui font bande à part. Alors, on se retrouve devant cela à une repluralisation de la société internationale où l'accent est mis plus qu'avant sur la souveraineté traditionnelle et la non-intervention, même parmi justement parmi ceux qui ont été à l'origine, si vous voulez, de l'ordre international ou du nouvel ordre international. Alors passons en revue les institutions de cette société internationale pour voir ce que ces institutions peuvent nous dire sur, d'un côté, la guerre, mais d'autre part, sur toute l'architecture de la sécurité en Europe. Commençons d'abord par la plus ancienne de ces institutions dont Boole nous parle, à savoir la guerre. Boole lui-même, dans son ouvrage, soulève cette question de savoir s'il n'est pas pervers de parler de la guerre comme d'une institution, entre guillemets, et par là, je ne parle pas, si vous voulez, des guerres d'invasion. Je parle des guerres dans lesquelles les États entrent en guerre pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire ceux qui veulent lutter contre les menaces à la sécurité internationale, les guerres menées par les États pour se défendre, comme le prévoit l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Personne ne considère l'attaque de la Russie comme étant une guerre au sens de l'institution d'une société internationale. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie a envahi l'Ukraine et l'article 51 sur l'autodéfense, sur la légitime défense s'applique. Et en réalité, dans la société internationale, les autres États ont tous les droits d'appuyer, ils doivent même appuyer et soutenir l'Ukraine. Si l'on considère la guerre comme une institution, par rapport à cela, ces États ont fait preuve de retenue en ne s'engageant pas dans la guerre pour éviter justement l'escalade
dans la crainte que l'arme nucléaire soit utilisée, mais également, il faut bien le reconnaître, parce que ces pays tiennent compte de leurs propres considérations économiques. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent de la Russie une source d'énergie considérable, et si tel n'était pas le cas, le monde serait certainement différent. Donc, il est parfaitement clair que le débat pour savoir si ou non il faut soutenir l'Ukraine, pays envahi, sous la rubrique de la société internationale, cette question est absurde. Bien entendu qu'il faut soutenir l'Ukraine. La question ne se pose même pas. Mais deuxième grand chapitre, l'équilibre des forces ou l'équilibre des puissances au sein d'une institution. Je ne parle pas, si vous voulez, d'un équilibre qui se produit plus ou moins automatiquement dès lors qu'un État semblerait prendre une place prépondérante dans le système international, pour citer Mearsheimer. Non, mais en tant qu'institution pratique pour empêcher justement l'hégémonie d'un État par rapport à un autre. C'est cet équilibre vers lequel les États se tournent précisément pour préserver leur propre souveraineté, mais également la non-intervention. Quand je parle d'équilibre des puissances, je parle ici d'une institution importante de la société des États, de la société internationale. Est-ce que les États-Unis, à travers l'élargissement de l'OTAN, a menacé l'équilibre des forces de telle sorte qu'il serait justifié, en termes de société internationale, que les États doivent redresser un équilibre qui a été perturbé par les États-Unis? Je ne pense pas que ce soit le cas. D'ailleurs, le premier argument a été dit, l'élargissement de l'OTAN a été mené de manière hésitante et pas du tout agressive. Cet élargissement a suivi les déclarations, les aspirations des nouveaux membres et il a même été question d'associer la Russie elle-même. D'ailleurs, c'était probablement l'un des plus grands échecs, c'est qu'on n'ait pas réussi à le faire. Mais enfin, ces choses se font toujours à deux. Et on ne saurait accuser l'Occident d'être le seul responsable. Et puis, l'équilibre des puissances. Mearsheimer parle surtout du rôle de la Russie, mais il faut bien voir que les choses sont souvent bien plus complexes, puisque là, la Chine elle-même est probablement l'élément d'équilibre ou de déséquilibre, mais pensons également à l'Inde. La Russie, pour sa part, est une puissance en déclin, et c'est pas tellement l'équilibre ou le déséquilibre qui pose problème. Ce qui explique la guerre, c'est que lorsqu'un État ou qu'un empire disparaît, et là on l'a vu dans les analyses de Langewiesche et Tübingen, quand un empire disparaît, la guerre devient plus probable. Et donc là, c'est plutôt le fait d'un empire en déclin qu'un exercice de rééquilibrage des puissances. Mais même par rapport à la Russie, l'hégémonie ne vient pas des États-Unis, comme le dit Mearsheimer. Dans le meilleur des cas, si hégémonie il y a, c'est celle de la pensée libérale. Mearsheimer ignore complètement le rôle de l'Union européenne dans cette pensée libérale. Et de toute façon, il me semble que la Russie a fait tout ce qu'elle a pu pour maintenir justement sa propre influence dans sa propre sphère d'influence. Pensez à la Bélarus, aux petits États que la Russie appuie en Géorgie ou dans la République du Moldova. Mais quid du droit international? En tant qu'institution, les États tentent de réguler leur conduite à travers, disons, la formation, l'interprétation, la mise en œuvre du droit international, et même dans la légitimation de la guerre. C'est-à-dire, quand les États font la guerre, ils savent parfaitement que la guerre n'est pas quelque chose... une chose à laquelle on se livre facilement dans la société des États, donc on essaie de légitimer ces efforts de guerre. Pensez notamment à ce qu'ont fait les États-Unis pour légitimer leur invasion de l'Irak ou même d'ailleurs de l'Afghanistan. Lorsque l'on examine ces justifications, toutes disent quelque chose ou se réfèrent au droit international. Tous ces États ont tenté de justifier la guerre en se référant à
un droit international codifié. Alors évidemment, le droit international ne s'appuie pas simplement sur des textes codifiés, mais si vous voulez, c'est la principale source à laquelle les États se réfèrent, puisque c'est probablement la source la plus sûre. Ils ne font pas appel, disons, à des notions de moralité ou des normes générales ou naturelles ou universelles, ce que Rapp appelle les affirmations morales. Mais l'invasion de la Russie est un cas flagrant de violation du droit international, mais Poutine n'a pas eu recours au droit international pour justifier son invasion. En fait, il s'est référé précisément à ces normes ou ces principes généraux. Et donc, on nous parle, on nous dit que l'Ukraine est un régime fasciste, on nous parle de menaces au peuple russophone, ou comme... pour reprendre méchamment les menaces des États-Unis ou de l'Occident, ou même dire que l'Ukraine ne constitue pas, n'est même pas une nation. Il faut quand même se rappeler que la Russie a reconnu l'Ukraine en tant qu'État souverain en décembre 1991, et comme l'ont souligné certains, qu'il y ait d'ailleurs ce genre d'affirmation ne change rien à l'affaire. C'est un État qui a été parfaitement reconnu au titre du droit international, en tout cas au sens de la Charte des Nations Unies. Alors, ce qui est intéressant par rapport à tout cela, c'est une étude qui a été menée par un de nos thésards qui s'est intéressé aux tweets émis par les organes de presse médiatiques russes, RT et Sputnik, qui sont donc apparus sur Twitter. Et on voit toutes ces formes de légitimation qui sont apparues dans ces tweets de ces médias d'État russes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'année qui a précédé la guerre, en 2021, il y avait en fait deux arguments qui avaient été formulés. D'abord, l'idée que les Ukrainiens sont des nazis, et c'est l'interférence américaine qui justifie la guerre. Donc le seul argument qui aurait la moindre possibilité d'être considéré comme étant une forme de légitimation au regard du droit international, à savoir qu'il y aurait des atrocités perpétrées en Ukraine, mais enfin, évidemment, il n'y a eu aucun début de commencement de preuve. C'était justement là l'un des points faibles, s'il en est, de l'argumentation par rapport à la guerre. Alors, revenons à cette histoire des échanges du commerce international, que je n'ai par le passé pas considéré comme une institution de la société internationale. Il m'a toujours semblé que l'échange, le commerce est une affaire d'acteurs privés, et que les États ont recours à d'autres éléments comme la diplomatie ou le droit international, justement. Mais peut-être m'étais-je trompé. Je pense qu'en tant qu'institution, on peut se dire que le commerce est quelque chose que les États utilisent pour réduire le risque de guerre et pour former des liens les uns avec les autres. Et effectivement, tout semble pointer dans ce sens-là. En même temps, des sanctions commerciales ont lieu précisément pour contraindre les États à respecter les règles. Alors, les règles du commerce. Alors, là se pose la question de ce qu'on appelle en Allemagne Wangeldurch, c'est-à-dire le changement, le changement par le commerce, c'est ce qui avait justifié pour l'Allemagne la mise en place du pipeline Nord Stream 2. Alors, à mon avis, cet argument était erroné, était mal placé. Puis je ne pense pas que les autorités allemandes y croyaient. Il me semble que c'était un prétexte. C'était une forme d'excuse avancée pour justifier et pour assurer en tout cas les intérêts, la sécurité énergétique de l'Allemagne, donc construction de ce pipeline en parlant du changement par le commerce. Mais enfin, même les arguments classiques ont démontré que, en termes d'interdépendance, le commerce à lui seul ne suffit pas à dissuader les États de mener la guerre, de faire la guerre. Et en fait, l'interdépendance telle qu'elle est mesurée par le niveau d'échanges commerciaux entre pays dans la période entre les deux guerres mondiales, l'interdépendance était extrêmement élevée, un niveau record qui n'a été retrouvé que à la fin des années 80. Or, malgré cela, comme on l'a vu, il y a une rechute, une deuxième guerre mondiale. Et donc, on voit que
les décideurs internationaux, pas que les États-Unis, se sont rendus compte que le commerce doit être codifié dans les institutions, disons, communes, les organisations internationales, pour ne pas les nommer. Mais il y a deux autres problèmes par rapport au changement par le commerce. D'abord, la Russie n'était pas intégrée suffisamment intégrée dans les organisations internationales. Donc, en fait, l'argument sur le commerce a été d'ailleurs... on a vu qu'il était faux. Mais deuxièmement, quand on pense au commerce, ce n'est pas cela qui amène des interdépendances complexes. C'est simplement, il y avait là en l'occurrence une dépendance asymétrique, et ce type de dépendance asymétrique, au lieu de favoriser l'équilibre, au contraire, faisait que le commerce pouvait être instrumentalisé pour devenir un élément de menace, voire de guerre. Alors, voyons justement ce qu'il en est du rôle de la Russie dans les organisations internationales. Ici, sur cette cartographie, vous avez la façon dont les litiges, les différents, sont portés devant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Alors l'OMC a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme du règlement des différends, qui permettent aux États entre eux de trancher ces litiges. Alors d'ailleurs, c'est l'un des grands succès de l'OMC. Vous savez peut-être que c'est les États-Unis actuellement qui sont en train de torpiller ce mécanisme, parce que les États-Unis estiment être traités injustement par ce mécanisme, et donc les États-Unis n'envoient pas de juges ou d'arbitres pour trancher les litiges. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de litige entre la Russie et d'autres membres de l'OMC qui ont été donc présentés devant ce mécanisme de règlement des différends. Alors maintenant, pour ce qui est de l'Union européenne, là, il y a des millions de litiges qui ont été portés devant ce mécanisme, qui ont été traités par ce mécanisme. Alors vous allez me dire, l'Union européenne est en plein dedans, mais quid de la Chine? La Chine aussi est sans arrêt en litige avec aussi bien l'Union européenne d'ailleurs que les États-Unis. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Alors évidemment, ça paraît un petit peu injuste dans la mesure où la Russie n'a rejoint l'OMC qu'en 2012 et la Chine en 2001, alors que l'Union européenne est là depuis le début, depuis 1995. Mais pour autant, on s'attendrait à ce qu'un pays qui est intégré dans une institution, un tel pays aurait tendance à avoir recours aux mécanismes juridiques pour trancher les litiges bien plus souvent que ne l'a fait la Russie. Et inversement, les autres pays pourraient bien plus souvent traîner la Russie devant ce tribunal d'arbitrage, ou en tout cas ce mécanisme d'arbitrage. Pour moi, ces statistiques indiquent très clairement que la Russie n'a pas été réellement intégrée dans ces institutions, en tout cas dans l'Organisation mondiale du commerce. Et ça, c'est significatif, parce que nous savons déjà que le commerce ne fonctionne pas comme moyen d'éviter, si vous voulez, le conflit, si le pays n'est pas intégré. Et puis, pareil pour la Chine. L'argument pour la Chine, c'est que la Chine est bien mieux intégrée, mais pas seulement cela. La Chine a un mode de commerce très différent. Le commerce avec la Chine s'appuie sur un niveau bien plus élevé de complexité. Plutôt que cette asymétrie, vous avez des éléments de la Chine qui font l'aller-retour constamment entre justement la Chine et l'Union européenne. Alors il y a certains produits pour lesquels il y a certes une dépendance, et donc là c'est le genre de choses qu'il faut repasser en revue, mais les liens de commerce sont bien plus complexes qu'avec la Russie. Ce que nous avions avec la Russie, encore une fois, c'était une relation très asymétrique. C'était la Russie qui assurait la sécurité énergétique à l'Union européenne, et en particulier certains pays de l'Union européenne, et notamment l'Allemagne, beaucoup moins la France. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez une dépendance, si je puis dire, envers la technologie et les biens de consommation venant d'Europe. Alors, quelle est la différence? Eh bien, pour citer Cohen et Nike, qui sont les grands théoriciens de l'interdépendance, la Russie était sensible à ces biens et services, c'est-à-dire que quand on les enlève à travers les sanctions notamment, eh bien, pendant un certain temps,
pendant un temps certain même, on peut continuer à fonctionner. Alors peut-être que vous n'aurez pas le meilleur camembert à vous mettre sous la dent, mais enfin, vous aurez des produits de substitution que vous produirez vous-même. Alors ce sera peut-être moins bon que le vrai camembert, mais enfin, si vous luttez pour une cause nationale, c'est le genre de sacrifice qu'on est disposé à faire. Alors que, par contre, s'il y a des pièces détachées qui vous manquent, vous essayez de réparer la machine par vos propres moyens ou de prolonger la durée de vie de l'appareil ou de la machine en question. Donc ça caractérise la sensibilité. On est sensible à ce problème, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, si on coupe purement et simplement la source d'énergie, les États qui se trouvent privés d'énergie, eux, alors se trouvent dans la merde, si vous me passez l'expression. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Réduire la consommation d'énergie. Ces États doivent faire des choses qu'ils auraient dû faire il y a bien longtemps. En tout cas, ils sont vulnérables, bien plus vulnérables, même s'il y a des façons de gérer le problème. Et là, à propos, c'est un réel succès. Mais enfin, c'est pas la même chose. On a réellement affaire à une vulnérabilité beaucoup plus difficile. Alors, deux conclusions peuvent être tirées par rapport à cela. Si les échanges commerciaux sont censés présenter, peuvent éviter le conflit, il faut encore qu'ils soient complexes et interdépendants et non pas une forme de dépendance asymétrique comme c'était le cas avec la Russie. Et puis ensuite, si les sanctions doivent fonctionner, elles doivent fonctionner à long terme. Autrement dit, il faut avoir ici le moyen de mener des mesures à très long terme. J'en reviens maintenant à la diplomatie et je me rends compte que j'arrive un petit peu à la fin de mon temps de parole. La diplomatie est bien entendu, si vous voulez, la colonne vertébrale de la société internationale. Alors, elle a échoué en Russie et on peut penser que les accords de Minsk n'ont rien apporté de ce qu'ils étaient censés apporter, notamment par rapport à l'Ukraine. Alors, parmi vous, il y en aura qui réclameront plus d'efforts diplomatiques. Je sais qu'en Allemagne, notamment, vous avez des manifestations, des gens qui demandent davantage de diplomatie vis-à-vis de la Russie. À mon avis, il se fourvoie parce que, bien entendu, il y a toujours des voies diplomatiques. On continue à mener cette diplomatie. La meilleure diplomatie n'a pas nécessairement lieu en public. Et puis, par rapport à cela aussi, il faut se rappeler qu'il y a des interactions entre la Russie et la société internationale. Enfin, il y a 2 semaines, j'étais à Chypre. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont des soldats russes. Alors, ce sont peut-être des espions, je ne sais pas. Mais enfin, disons qu'il y a quand même des interactions au quotidien. Mais ce qui pose réellement problème, en tout cas, c'est que pour que la diplomatie réussisse, il faut suivre l'argument de William Zartman. Les compétences doivent être prêtes les parties doivent être prêtes à la résolution. Et ni la Russie ni l'Ukraine actuellement n'envisagent même actuellement de négocier ou d'arriver à une résolution. Donc là, ça n'est pas le cas. Et alors maintenant, pour citer 2 des aspects les plus, disons, contestés de ma communication, parce que cela a des implications sur l'architecture de la sécurité en Europe. D'abord, la gestion des problèmes par les grandes puissances. En tant qu'institution, cette notion de gestion par les grandes puissances, c'est que dans une société des États, si tant est que nos vies sont organisées autour des États, il y aura toujours des États qui sont plus grands que les autres, les grandes puissances, qui sont celles qui détiennent un pouvoir exceptionnel et qui, de ce fait, portent certaines responsabilités au sein des Nations Unies. On le voit parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont d'ailleurs la France fait partie. Alors, ce mécanisme n'a pas fonctionné. Il y a eu une mauvaise gestion de l'affaire par rapport à la Russie. Et à propos, ceci peut être lié justement au déclin de l'Empire russe. Mais enfin, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses en termes de sphère d'influence. Vous avez de nombreux hommes politiques qui vous ont dit que les sphères d'influence étaient une chose du passé. Ce serait bien, mais tant qu'il y aura une société
internationale avec à l'intérieur des grandes puissances. Il faut bien reconnaître que ces grandes puissances vont revendiquer justement des sphères d'influence comme faisant partie de leur façon de gérer le reste du monde. Cela fait partie de la gestion par les grandes puissances des relations internationales. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, même l'Union européenne réfléchit en termes de sphère d'influence pour ce qui est de la politique de voisinage de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cette politique de voisinage? Elle consiste simplement à maintenir justement une sphère d'influence parmi ses propres voisins, précisément pour les aligner sur les normes et les valeurs et les intérêts de l'Union européenne. C'était ça, tout le pouvoir normatif de l'Union européenne. D'ailleurs, on peut dire que l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne en était un autre exemple. C'était typiquement cette illustration même de la sphère d'influence, et c'était justement l'échec de cet accord qui nous a amené de nombreux hommes politiques à se dire que finalement ces aspects de l'alliance posaient problème, et il y a eu réellement toutes sortes de retards et de discussions au sein du Parlement européen parce que ces dispositions ne tenaient pas la route. Alors on pourrait souhaiter que les sphères d'influence soient une chose du passé, mais enfin l'architecture internationale ne peut pas faire abstraction de ces sphères d'influence, et il faut bien reconnaître que nous-mêmes, au sein de l'Union européenne, avons eu recours à ces mêmes sphères d'influence. C'est la première, la deuxième institution contestée, le colonialisme. Alors, quand je parle de colonialisme, je ne parle pas du colonialisme historique ou l'impérialisme du passé. Encore que ce colonialisme-là, à son époque, se justifiait ou était justifié comme un ensemble de pratiques au même titre que les États étaient amenés à éduquer d'autres États en termes de gouvernance. Et là, on voit toute l'ambiguïté normative d'une telle institution. Et évidemment, tous les problèmes qui y sont associés. Et justement, lorsque vous avez une connotation, si vous voulez, impérialiste, ça pose problème. Et même dans la pratique actuelle, c'est-à-dire que vous avez, dans la société nationale, vous avez des États qui participent de cette institution qui consiste à éduquer les autres. Nous avons des exemples d'administration transitoire. Pensez au Kosovo, par exemple. Et vous avez de nombreuses missions de maintien de la paix dans lesquelles les Nations Unies, mais d'autres institutions qui sont là pour rétablir la paix, essaient de construire des structures étatiques pour éduquer des peuples que nous ne jugeons pas capables de se gouverner eux-mêmes. Donc, évidemment, la valeur, disons, normative de telles institutions comme le colonialisme en est un exemple. Et d'ailleurs, la Russie pratique cette forme de colonialisme, mais encore une fois, pas dans le sens institutionnel, parce que la Russie, là, suit une démarche, si vous voulez, impérialiste, mais pour les règlements de conflit ou dans les situations post-conflictuelles, on voit que ces institutions vous montrent qu'il y a qu'une organisation telle que l'OSCE ou les Nations Unies ont un rôle à jouer pour administrer des territoires qui sont actuellement occupés par la Russie. Ce rôle sera inéluctable. Et cela m'amène d'ailleurs à ma dernière diapo sur l'architecture post-conflit en Europe. Alors, dans tout cela, que nous disent ces institutions sur cette architecture sécuritaire européenne et ses principes? Alors, premièrement, très clairement, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent être restaurées et confirmées. Il faut que les troupes russes quittent le territoire. S'il n'y a pas de retrait des troupes russes, il n'y aura pas de règlement de la paix et on se retrouvera avec une situation où les troupes russes vont occuper certaines parties de l'Ukraine et créer leurs propres États, voire intégrer ces États comme ils l'ont déjà tenté
de les intégrer dans la Fédération de Russie, on se retrouvera avec une situation telle que ce que l'on a en Transnistrie ou en Ossétie du Sud. Deuxièmement, et là on en vient aux points les plus contestés, je suis un grand fan de l'intégration européenne. En fait, je suis même un grand fan de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais je ne suis pas néanmoins en faveur d'une promesse d'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine avant que le conflit soit réglé. Il me semble qu'il y a des problèmes significatifs à procéder de la sorte si ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord de paix plus large. Il me semblerait que ce qu'ont dit les dirigeants européens, qu'il faut régler les choses en matière de corruption, aussi le fait que l'Ukraine viendrait griller la priorité à certains membres à l'adhésion européenne, on ne sait pas ce qui leur arriverait, il me semblerait que ce soit une bonne pratique, et ça a été une bonne pratique par le passé, pour l'UE de ne pas accepter des États avec des contentieux territoriaux. Et vous avez entendu M. Gauthier dire que l'une de mes spécialités était Chypre. Le fait que l'on a proposé l'adhésion à l'Union européenne à Chypre indépendamment d'un règlement de la question territoriale, c'était une erreur, et ce serait une erreur aussi en Ukraine. En fait, cela... on viendrait préjuger du résultat des négociations de paix. Dans le cadre des négociations, et n'oubliez pas cette question des sphères d'influence, on pourrait créer un statut neutre pour l'Ukraine, ou bien de façon plus créative, on pourrait créer une double adhésion à la fois à l'Union européenne et à l'Union économique eurasiatique. C'est quelque chose à laquelle on pourrait réfléchir. Alors je sais qu'un bloc commercial comme l'UE a du mal à gérer ces doubles appartenances, mais là je crois que le problème plus général dans n'importe quel type d'architecture de la société internationale qui dépend plus des questions régionales est de savoir ce que l'on peut faire des frontières où deux blocs régionaux se confrontent l'un à l'autre. Et là je pense qu'il faut des solutions créatives dans ce domaine, et partant il me semble qu'il faudrait un statut un peu plus ambigu pour l'Ukraine. Ça pourrait être quelque chose auquel on pourrait réfléchir. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Nathalie. Nathalie pense qu'il faut qu'on voit l'Ukraine comme un État frontière. Moi, je n'en suis pas si sûr, ou en tout cas pas du point de vue de la société internationale. Troisièmement, je pense que toute architecture européenne d'après-guerre devrait avoir une mission d'observation, de maintien de la paix de l'OSCE ou de l'ONU, et que les parties occupées par la Russie devraient être soumises à une autorité internationale. Par exemple, on pourrait envisager cela pour la Crimée. Je comprends entièrement que l'un des efforts de guerre de l'Ukraine est aussi de récupérer la Crimée. Je ne suis pas sûr que ce soit un scénario militaire réaliste, et je pense que dans une architecture sécuritaire d'après-guerre, ce genre d'autorité internationale dont je viens de parler, avec des institutions qui relèvent du colonialisme, cela pourrait se justifier. Quatrièmement, il faudrait renforcer l'OSCE, ou bien une organisation semblable que l'on pourrait souhaiter inventer, là encore, pour rouvrir les cercles diplomatiques et donc pour intégrer plus profondément la Russie dans les cercles internationaux. Bien sûr, il faudrait aussi que la Russie soit prête à le faire, et les échecs de l'OSCE par le passé ont été que l'Occident et la Russie utilisaient l'OSCE à leurs propres fins, et il faut donc que cela change. Bien sûr, il faut changer beaucoup de choses en Russie pour l'architecture sécuritaire européenne, mais si on y arrive, et je pense qu'un renforcement de l'OSCE serait un aspect important. Cinquièmement, il faut rétablir les liens commerciaux, mais sans avoir cette vulnérabilité unilatérale. Et donc, mon gouvernement allemand serait bien avisé de ne pas répéter l'aventure de Nord Stream 2. Et il faut aussi modifier notre consommation énergétique.
et à la consommation énergétique de l'ensemble de l'Allemagne. Et là, bien sûr, je suis l'un de ceux qui ne peuvent pas comprendre que dans mon propre quartier, il y ait des manifestations contre l'énergie éolienne. Comment peut-on encore faire cela, vu les circonstances actuelles? Et donc, tout cela, ce sont des aspects qui relèvent de la société internationale, mais je souhaitais dire aussi que toute architecture sécuritaire européenne, et là, pour ne pas préjuger des conclusions, des principes de l'intégration européenne du passé, il faut aussi avoir des aspects de la société mondiale. Là, j'ai 3 suggestions concrètes. Tout d'abord, il faut que l'on réfléchisse à l'organisation des régions limitrophes, à la frontière orientale de l'Europe. Il y a eu des avancées intéressantes. La frontière de l'enclave de Kaliningrad dans les années 90, mais si vous regardez la carte des eurorégions, les efforts transfrontaliers européens où les États coopèrent, on voit qu'il y a beaucoup de ces eurorégions aux frontières internes et pas aux frontières externes. Il faudrait que ça change. On peut poser à des questions de justice transitoire. Et il faut que la CPI joue un rôle dans ce domaine, mais il faut aussi trouver des façons de voir comment l'on pourrait parler de justice dans les collectivités locales. Et enfin, je ne suis pas en faveur d'un arrêt brutal de tous les échanges sociétaux. Dès maintenant, il faut conserver ces échanges dans la situation d'après-guerre. Je suis censé parler de la guerre d'Ukraine jeudi lors d'une manifestation organisée à Tübingen par des députés verts du Bundestag. Alors, ils ont invité un universitaire russe, aucun Ukrainien. Ça, c'est sûr que c'était une erreur, mais vous pouvez vous imaginer que dès que j'ai fait la publicité de cette manifestation, j'ai reçu un barrage d'emails d'Ukrainiens qui m'ont dit qu'il ne faudrait pas ne pas inviter cet universitaire russe. Ça n'aurait aucun sens de ne pas le faire. Et c'est une personne qui est... on ne peut pas, ça ne se justifie pas de rompre tous ces liens universitaires. Je sais qu'il y a certains sujets qui sont problématiques que d'autres, mais pourquoi rompre ces liens en politologie? On pourrait aussi inviter des jeunes Russes, et si j'étais Poutine, je ne les laisserais pas sortir. Donc je ne comprends pas vraiment ces débats. Alors, est-ce que c'est un scénario probable? Probablement non. En l'état actuel des choses, on n'a pas de scénario pacifique à proposer. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Et tout dépend de ce que Zartmann a appelé cette impasse douloureuse. Aussi des évolutions intérieures en Russie, ça n'a pas l'air probable si vous me demandez, ou bien s'il y a des tiers crédibles qui pourraient venir tordre le bras à la Russie pour l'obliger à se lancer dans les négociations. Mais moi, je ne pense pas que les Chinois, pour l'instant, aient une idée assez claire de ce que sont les paramètres opératoires de cette situation. Donc, rien de tout cela n'est vraiment probable dans un avenir immédiat. Mais si vous pensez à la sécurité européenne en tant que réaliste ou simplement en matière d'armement ou de protection des frontières orientales, cela ne va pas apporter de paix durable ni de solution. Donc, je suis convaincu qu'il faut que nous demandions quel pourrait être l'aspect de cet avenir et quels en seraient les principes. Toutes mes excuses, j'ai parlé bien trop longtemps, mais j'espère qu'il y a eu assez de matière dans tout ce que je vous ai présenté qui vous mettra en colère et qui vous fera poser des questions par votre désaccord. Je vais juste faire quelques contrepoints peut-être au propos et peut-être aussi en le mettant en perspective ou en résonance avec d'autres conférences qui ont eu lieu précédemment.
Le premier constat, peut-être première remarque, pour laisser d'ailleurs la salle, j'imagine, envahir de questions ces deux parties, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion. C'est vrai que c'est un peu les deux sujets tabous, la problématique de l'OTAN, de la provocation éventuelle de la Russie par les élargissements de l'OTAN, le seul fait qu'on en parle d'ailleurs. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir eu des perceptions fausses d'un côté ou de l'autre, des motifs qui sont en tout cas irrecevables comme prétexte à l'invasion de l'Ukraine. Il n'empêche qu'il y a une réalité. Il faudra bien décrire à un moment historiquement une réalité qui est celle de l'élargissement de l'OTAN dans une période de victoire qui était post-guerre froide, dans une période de très grande faiblesse de la Russie, comme dans une période, je dirais, de réaffirmation, y compris inacceptable de la Russie par des actions agressives, intimidantes, etc., notamment à partir de 2007. Donc ça, c'est la première remarque. De même qu'aujourd'hui, dans une phase qui est quand même très incertaine des combats, difficile de complètement parler de la suite, même si on doit l'envisager. En tout cas, au plan des réaménagements territoriaux. Sur le reste, les grandes conclusions, pourquoi pas, mais très largement, hélas, ou heureusement, ce sont les combats qui vont produire, qui vont déterminer quelque part la suite et la possibilité d'envisager la reconstruction d'une paix sur notre continent. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, peut-être en écho avec la conférence de M. Badi, qui plaidait au contraire une société qui n'était plus une société d'État. Vous connaissez évidemment bien cette réflexion des transnationalistes sur l'apparition notamment d'autres acteurs à côté des États qui forment désormais cette société, mais aussi d'une existence de plus en plus forte des sociétés civiles. Et quelque part, le cas de l'Ukraine est intéressant parce que c'est l'émergence d'une société civile. Dans le reproche qui est fait, y compris à Maïdan, ou qui est fait dans ces mobilisations aujourd'hui citoyennes ou patriotes, sans cette société civile, il n'y aurait pas eu la défense de l'Ukraine. Sans cette société civile, il n'y aurait pas eu Maïdan. Sans cette société civile, il n'y aurait pas eu la volonté finalement de s'émanciper d'une influence russe. Après, très intéressant votre analyse sur ce qui ont été... Alors, je ne sais pas ce qu'a donné la traduction, mais on a les meilleurs traducteurs sur la place de Paris, traducteurs notamment du Quai d'Orsay, donc ils ont dû trouver. Mais c'est vrai qu'institution en français, ça a un sens plus précis. En fait, là, ce sont les forces plutôt instituantes du fonctionnement de la société internationale. La guerre depuis longtemps, et puis tout ce que vous avez décliné, c'était très intéressant. Je laisse de côté la guerre parce que, d'une certaine manière, c'est vrai qu'elle a été un des éléments d'évolution de cette société internationale au cours des siècles, mais elle est définitivement prohibée depuis 1945 par la Charte des Nations Unies, sauf le cas que vous avez rappelé d'ailleurs de la légitime défense. Pourquoi je le dis? Parce que, au fond, les Russes ont accepté quand même la Charte de San Francisco, ils en ont été partis, ensuite ils se sont retirés du fonctionnement des Nations Unies, mais ces valeurs qui sont évoquées, ou ces normes, bon, elles ont essentiellement été produites par les Occidentaux, mais vues du Sud, elles ont surtout été produites par le Nord, avec voilà, la problématique de ces valeurs qui, quand même, à certains moments, ont été partagées, y compris par l'acceptation des Russes, ou à Helsinki, 1975, la corbeille des droits de l'homme. Donc, il y a une partie de ces valeurs qui sont, voilà, que, à un moment, les Russes les ont partagées. Nous-mêmes, alors c'est évidemment très intéressant dans votre présentation, sur les autres forces d'institution, on n'a pas forcément le même rapport. Par exemple sur la loi internationale, le rôle de la diplomatie, le management international, le commerce, si on domine complètement tous ces process. Alors c'est vrai que les Russes, dans un commerce déséquilibré que vous avez très bien décrit, utilisent moins l'OMC, même parce que l'OMC elle est complètement dominée jusqu'à ce que d'ailleurs son collapse, parce qu'elle a bien fonctionné de 1995 jusqu'à il y a 5-6 ans, et qu'on s'aperçoive qu'elle règle plus y compris les différends internationaux au sein même du camp occidental. Donc ils la maîtrisaient, ils en maîtrisaient les normes, la comptabilité et la manière de présenter les choses
choses s'imposaient, donc ils en étaient complètement maîtres. Donc on peut aussi comprendre qu'à un moment, quand on n'est pas maître du jeu, on se retire du jeu, on ne veuille pas jouer ce jeu-là. D'ailleurs, les Européens sont les premiers ennuyés de voir des règles protectionnistes appliquées aujourd'hui par le président Biden dans le financement de son industrie. Donc voilà, là on est plus dans la problématique du rapport de force. De la même manière, sur les valeurs, c'est vrai que quand on vient au soutien de valeurs, la question se pose, pourquoi les États-Unis ne sont pas partie de la Cour pénale internationale? Si on veut faire du renforcement du droit, il faut être aussi le premier vertueux. Donc voilà, c'est juste quelques éléments en contrepoint, et puis ensuite on passera la parole à la salle. Faut-il que je réagisse rapidement à ces contrepoints? Merci beaucoup. Bien sûr, ce sont autant de remarques tout à fait valables. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais sur la question de cette faiblesse russe, je pense que vous avez 100% raison. Et je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai traité la guerre comme celui d'un empire en déclin. Je ne crois pas qu'il y ait de lien de cause à effet entre l'élargissement de l'OTAN et une menace pour la Russie. Moi, je ne pense pas qu'il soit plausible que Poutine ou que la Russie ait été menacée par l'élargissement de l'OTAN si par cela on entend les armes. Ce qui aurait pu préoccuper Poutine, c'est la démocratisation des États limitrophes et des répercussions que cela aurait pu avoir, des effets d'entraînement. Et donc là, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment. Selon moi, l'élargissement de l'OTAN n'est qu'un prétexte. Et le fait que Poutine utilise toutes sortes de raisons pour justifier la guerre, c'est une preuve supplémentaire. Et donc, si vous utilisez l'élargissement de l'OTAN, mais qu'en même temps, vous niez le droit à l'existence de l'Ukraine, eh bien, vous venez saper la validité de vos propres arguments. Je pense que c'est très... Je vous laisse mettre la clarification est très importante de votre propos, parce que à un moment vous revenez sur la zone d'influence. Et évidemment, voilà, on a un doute comment vous articulez la logique de la zone d'influence. Oui, si elle est acceptée par tous ceux qui veulent être sous influence, c'est possible. Mais quand on le refuse, donc peut-être voilà cette clarification à ce moment-là. Yes. Oui, on pourra en parler de l'influence tout à fait plus tard. Je vais simplement évoquer deux autres questions. Absolument, en fin de compte, tout règlement de la paix dépendra vraiment de la question militaire. Là, je pense que pour l'instant, bien sûr, en tant que responsable politique, on ne peut pas dire qu'il y aura certaines parties de l'Ukraine qui vont être gouvernées par une administration internationale. Il pourrait y avoir des objections normatives à cela, mais en tant qu'universitaire, il faut dire clairement où est notre position, et donc il faut que l'on réfléchisse aux principes qui pourraient venir s'appliquer ici. Concernant la société civile, bien sûr, je suis tout à fait fan de Bertrand Badi, mais là, je crois que le transnationalisme de la société civile ukrainienne est assez limité. Et là, il s'agit aussi de former une société civile nationale. Et c'est pour cela que je pense que l'un des points légèrement préoccupants pour l'instant, pour moi, est ce retour d'une forme intense de nationalisme. Bien sûr, quand vous êtes en guerre, on parle de se rassembler autour du drapeau, c'est ce que l'on évoque en politologie. Il faut être nationaliste à un certain moment, mais là, je crois que je n'appellerais pas cela un mouvement transnational. Même le fait que l'on utilise le drapeau européen, c'est assez ambigu parce que, bien sûr, cela appelle à une société civile européenne plus large, mais cela porte aussi certaines revendications selon lesquelles votre nation fait partie de ce mouvement, de ce bloc. Donc cela pose des questions pour l'identité de cette nation. On a vu à peu près la même chose se produire en Géorgie. Quand j'ai été en Géorgie, j'ai atterri en Géorgie, j'ai vu plus de drapeaux européens que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Et donc,
ça n'est pas sans problème. Bon, bien sûr, il y a des liens avec l'Europe, et ces liens avec l'Europe sont un instrument pour développer aussi, défendre une propre idée nationale. Bon, bien sûr, les sociétés nationales, et comme les sociétés internationales, sont diversifiées. Et là, je souhaite renforcer ceux qui pensent en termes transnationaux, mais je ne pense pas que Euromaidan, c'est une expression de transnationalisme. Dernière remarque sur l'OMC quand même. Là, je ne suis pas sûr dans la mesure dans laquelle l'OMC était entièrement dominé par les États-Unis. Je vais vous dire deux choses. Tout d'abord, avec les Chinois. Les Chinois ont beaucoup utilisé l'OMC, bien plus que les Russes. Et là, bien sûr, ils ont un statut différent. Ils sont classés comme étant un pays en développement. Et donc cela leur octroie certains privilèges selon l'OMC dont ils profitent. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis se retirent. Et donc, Biden n'est pas vraiment d'accord. Et Trump n'était pas du tout d'accord. Et Trump pensait que c'était les Chinois qui contrôlaient l'OMC. Donc, le fait que les Chinois aient pu... le fait que les Russes auraient pu utiliser le mécanisme de la même façon que les Chinois, eh bien, ils ne l'ont pas autant utilisé parce que, à cause de la nature même des échanges qu'ils avaient avec les autres pays. Et puis, il faut aussi se rappeler que l'Union européenne est, elle aussi, tout à fait en faveur de la libéralisation des échanges et de l'OMC. Et donc, là encore, je ne pense pas que ce soit l'hégémonie américaine en soi. C'est bien plus complexe que cela. C'est une certaine hégémonie libérale, mais ça ne peut pas être simplement mis sur le pas de la porte d'un seul État. Désolé de ces quelques remarques en réaction. Sur le point sur l'organisation du commerce. Et je pense que, comme toujours, les Chinois ont eu plus, mais parce qu'ils étaient sur une structure de commerce différente, plus d'habilité en voulant, y compris, influencer de l'intérieur et être capable d'influencer de l'intérieur l'organisation et le fonctionnement du commerce mondial. Alors, le premier cycle de questions. Alors, je ne vois pas. Là-haut, allez-y. Thank you, sir. Merci, monsieur, pour cette présentation. J'étais un petit peu en retard, mais j'ai deux questions. La première porte sur l'ordre international libéral. Et j'aime bien une citation de John Hickenberry qui dit que croire à l'ordre international libéral, c'est croire au triomphe de l'expérience. Et ensuite, quant à la Russie et la Chine, on a vu qu'ils n'ont pas su mondialiser leurs ordres régionaux et ils vont donc probablement remettre en question ces ordres modernes. Donc pensez-vous qu'ils vont pouvoir réussir à construire des blocs multipolaires, un ordre multipolaire qui viendrait remplacer cet ordre international libéral? Bon, Monsieur Kokoska. Bonsoir monsieur, je vais poser ma question en français si ça ne vous dérange pas. Pour reprendre une critique qui a été régulièrement faite, y compris dans cette chaire et dans ce cycle, est-ce que l'Occident est-il prêt idéologiquement à défendre l'ordre international qu'il a conçu et qu'il protège? Si les États-Unis semblent être partis sur la voie d'une confrontation idéologique, économique ou militaire avec la Chine, l'Union européenne semble plutôt vouloir une forme de discussion, de concession avec la Chine et pas vraiment d'une confrontation. Si l'Union européenne veut défendre l'ordre international, est-ce qu'elle doit réellement s'affermir et confronter la Chine ou d'autres États? Merci. Merci. Je vous laisse répondre. Là, des questions tout à fait simples que vous venez de me poser. Sur la question, là, je crois que c'est une très bonne citation d'Hickenberry, mais on suppose qu'il n'y a qu'une seule expérience. Comme je l'ai dit auparavant, la société internationale
est empli de conflits et de différences, et donc limiter cela à un contraste entre l'espoir et l'expérience, je crois qu'il y a plusieurs expériences, et ce à quoi je voulais faire référence était le fait qu'il ne faut pas oublier que dans l'existence continue de cette société, qu'il y a aussi d'autres expériences. Alors on a une certaine expérience avec la Russie actuellement, mais ça ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres expériences également. Alors bien sûr, pour l'instant, les choses ne vont pas dans le bon sens, je suis complètement d'accord avec vous, mais je n'appellerai pas ça un triomphe de l'espoir sur l'expérience, parce qu'on a tendance à regarder les endroits où l'ordre libéral a échoué. Je n'appellerai pas ça tellement l'ordre libéral, ce n'est pas le caractère libéral qui me préoccupe tant, c'est plutôt cette question de l'ordre international solidariste, à savoir l'expansion de certaines valeurs et institutions. Et il ne faudrait pas rejeter cela trop facilement, parce que nous en sommes dans une période historique où nous sommes sur le déclin. Adam Watson a dit un jour que la société internationale fonctionne toujours comme un pendule d'avant en arrière. Et je pense que nous ne devrions pas perdre espoir, mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier les expériences que nous avons connues à côté de la guerre russe, et je reviendrai à la Chine dans un instant. Là, je crois qu'on est probablement dans une phase où nous passons à une idée d'ordre mondial multirégional. Je pense que vous avez complètement raison, et donc mon argument était qu'il fallait que l'on réfléchisse à la façon de traiter la question des frontières entre ces ordres régionaux. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut que nous trouvions aussi des positions pour défendre idéologiquement notre propre ordre. Mon problème avec l'accent mis sur la défense de l'ordre simplement par les armes est que bien souvent, on constate souvent que l'ordre n'est pas tellement défendu en interne lorsqu'il s'agit des intérêts économiques. Je préférerais de loin si on faisait le ménage chez nous, en tout cas en ce qui concerne les problèmes les plus importants. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, je pense que c'est aussi le cas en France, mais cela fait partie du débat en Allemagne, nous faisons encore comme si dans l'UE, il n'y avait que l'Allemagne, la France et les autres 6 d'origine, et que c'est ça qui va déterminer le destin de l'Union européenne. Et là, je laisse de côté le problème des désaccords évidents entre Scholz et Macron, et auparavant entre Macron et Merkel, et aussi le fait qu'actuellement l'Italie est gouvernée par un gouvernement qui n'adhère pas à 100% à ce que l'on considérerait comme étant normalement les valeurs de l'Union européenne. Il me semblerait que l'un des grands problèmes est que l'UE d'aujourd'hui n'est plus l'UE qu'elle était il y a 30 ans. Mais la plupart d'entre nous, dans nos discussions, quand on exige plus de sécurité européenne et la construction d'une armée européenne, etc., on fait comme si nous étions encore dans cette ancienne UE. Ce qu'il faut que l'on affronte, c'est la grande diversité des valeurs qui existent au sein de l'UE, et avant de parler d'élargir ces valeurs encore, il faut que l'on surmonte certains des problèmes que l'on a en interne, et il faut vraiment que l'on vienne défendre les valeurs de l'intégration européenne, les valeurs d'origine de l'intégration européenne, contre ceux au sein de l'Union européenne qui menacent ces valeurs. Mais ça veut dire qu'il faut faire preuve de plus de cohérence dans ce que nous faisons nous-mêmes, et donc, par exemple, en ce qui concerne les sanctions, l'État allemand a été beaucoup trop timide. Je comprends les problèmes auxquels est confronté l'État allemand, et bien sûr, ils vont dire qu'il fallait être très prudent afin de pouvoir garantir la survie économique, etc. Mais le problème est qu'afin de pouvoir faire ça,
on transige, on fait des compromis, et donc on parle de défendre l'Occident, etc., mais on ne peut pas non plus se compromettre de l'autre côté. Et il y a certains aspects, si l'on souhaite abandonner les valeurs européennes, ça c'est un autre débat que l'on peut avoir, mais très clairement, on ne peut pas défendre les valeurs européennes et en même temps coopérer avec Orban et d'autres, si vous me le permettez, et puis être aussi très réticent à imposer des sanctions énergétiques à la Russie. Pour moi, ça n'est pas la bonne façon de procéder. Et puis, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. J'ai ici la liberté académique qui nous permet de faire des suppositions ou d'aller plus librement, et notamment sur ces sujets qui sont celui de la guerre en Ukraine, qui est un sujet forcément délicat. Je dis ça avant qu'on passe la parole aux internautes ou à vous-même. Bonsoir, Monsieur Diez. Merci pour votre conférence. Je souhaiterais vous poser une question. La Russie menaçait déjà l'ordre international par son non-respect de la souveraineté de la Géorgie et de l'Ukraine en 2008 puis 2014, le tout avec une opposition limitée de l'Occident. Pour opposer une interrogation régulière depuis désormais 1 an, est-ce que nous n'avons pas trop tardé à prendre au sérieux ce défi lancé, voire même à l'affronter? Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Oui, madame. Et après, vous passerez le micro derrière. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur l'architecture stratégique que vous proposez pour après la fin de la guerre, s'il y en a une. Et j'ai du mal à comprendre, en tant qu'ancien fonctionnaire européen, j'ai du mal à comprendre la double appartenance à l'Union européenne d'un côté et, si j'ai bien compris, l'AELE. Et donc, un État neutre, oui, je suis comme vous très peu favorable à l'adhésion de l'Ukraine, mais par contre, ce double appartenance me paraît juridiquement infaisable. Je vous laisse répondre et puis on prendra les dernières questions après. Sur la première question, effectivement, on intervient trop tard et trop peu, mais la question va au-delà de cela. On pensait à une réponse plus agressive face à l'agression russe. En fait, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas tenu compte, effectivement, comme vous l'avez souligné, de l'invasion, en tout cas des mesures contre la Géorgie et l'Ukraine. Alors, pourtant, le gouvernement allemand avait réagi, mais pas sur le plan militaire, et plutôt que penser à l'absence de réaction militaire en 2008 et 2014, en fait, ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, c'est d'être clair sur nos propres normes sur le plan des échanges commerciaux avec la Russie, plutôt que d'essayer de défendre en quelque sorte nos valeurs en parlant du changement grâce au commerce, le changement par l'échange. Donc c'est ce type de réaction par les sanctions commerciales, on ne peut pas les prendre au sérieux. Et effectivement, d'ailleurs, on a dit que c'était une erreur à l'époque et le gouvernement allemand n'a pas tenu compte de ces critiques. Alors, pour ce qui est de votre question de la double appartenance, là, d'un point de vue administratif, je vous reconnais, cette double appartenance pose problème, et j'aurais dû dire que cela supposerait un autre type d'adhésion pour être... plutôt qu'une adhésion à part entière, parce que sinon on ne peut pas être les deux à la fois, effectivement. Enfin, le problème tel qu'il se pose, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect administratif, mais pratique, et là je vous rejoins tout à fait. Mais ce que j'essayais de suggérer, c'est que l'esprit de l'intégration européenne consistait à
transformer finalement les frontières territoriales. Pendant longtemps, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a problème à ce niveau parce qu'au bout du compte, il faut s'interroger sur ce qu'étaient les limites de cette transition des frontières. Bon, tant qu'on restait en interne, on ne s'inquiétait pas trop de ce que seraient les frontières extérieures. Alors, l'argument qu'on a avancé, et qui était celui d'un des grands penseurs de l'intégration régionale, David Mitrani, lui, il était toujours contre, il a toujours été contre l'intégration européenne. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, parce que, à son sens, on était en train de réintégrer la notion de territorialité au sein d'une union, et donc l'intégration devenait une contradiction puisqu'il fallait à nouveau avoir des frontières. Et ça, c'est le problème Mitrani de l'intégration européenne, c'est-à-dire que c'est la quadrature du cercle, parce que si d'un côté on se dit que la façon dont le monde évolue va dans le sens, et ça c'est quelque chose qui a été la politique officielle, disons mise en avant par l'Union européenne, à savoir que vous avez une intégration régionale, mais au bout d'un moment, vous avez une situation où ces régions vont être n'auront pas toutes les mêmes valeurs, elles ne vont pas si tenter qu'elles s'intègrent. Et le problème de Mitrani, et le mien d'ailleurs, c'est que si l'intégration aboutit à une reproduction de l'État, mais à une échelle supérieure, là, je ne suis pas sûr de ce que serait la nature transformative de l'intégration européenne. En tout cas, cette dimension-là disparaît, puisque en fait, tout ce qu'on aura fait, c'est remplacer un ensemble d'unités territoriales par une autre unité territoriale plus grande. Et alors, certains font exactement l'équation entre les deux. Ils se disent que c'est ça, l'intégration européenne, c'est l'abolition des frontières et d'avoir un grand État. Mais je ne crois pas que c'était l'esprit des pères fondateurs de l'Europe ou de leur idée de l'intégration européenne. Enfin, la mienne, c'est celle qui va dans le sens de Mitrani, c'est-à-dire que on se rappelait de ce qu'on appelait le fédéralisme intégré, c'est-à-dire un changement beaucoup plus profond de l'ordre international dans la transformation des frontières. Alors, si on se dit que l'intégration c'est cela, alors quid des frontières? Il faut quand même se poser la question. Et là, en fait, il y a deux. Et alors, je ne dis pas que j'ai la je n'ai pas de proposition à formuler à la Commission de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais il y a quand même deux aspects à distinguer. D'un côté, il faut s'interroger sur les régions transfrontières, donc en dehors des frontières de l'Union. Mais ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il faut s'interroger sur les façons dont on peut permettre aux États d'être membres à part entière ou pas. Alors là se pose le problème des douanes, le problème même d'homologation de biens et de services, parce que, par exemple, vous avez Chypre, qui en est l'exemple même, vous avez toutes sortes de problèmes qui se posent, parce que le libre-échange au sein de l'île, alors qui va certifier les biens qui arrivent à l'Union européenne en transitant par Chypre? Alors, comme je le disais, c'est un point de départ de notre réflexion. J'ai toujours, quand je me rends en Arménie, je suis toujours frappé par la façon dont les Arméniens ont essayé de se tourner vers l'un et l'autre côté. Alors, c'est pas évident parce que la Russie est un allié tout en ayant ses propres vues stratégiques sur l'Arménie. Bon, ça n'est pas évident, mais on va se retrouver avec d'autres situations de ce type, et il faut vraiment permettre d'avoir une situation où on ne tranche pas nécessairement, parce que si l'on tranche, on amène à renforcer finalement les frontières, mais de ce fait à créer plus de conflits territoriaux. Alors,
je sais que ce n'est pas une réponse facile, satisfaisante, parce que je comprends bien la situation, mais enfin, l'Ukraine en est précisément l'exemple. Question? Oui, madame, et moi j'en aurais une, je vais la poser pendant que vous prenez le micro, parce qu'elle est rebondie sur ce que vous dites, c'est-à-dire que je crois comme vous qu'il y aurait besoin d'autres formes, d'autres instances, d'autres institutions modernes qui répondent mieux à la situation du présent, mais il y a aussi un attachement, je dirais, de tout le monde, d'abord à récuser toutes les tentatives nouvelles et de revenir à chaque fois, j'allais dire, dans les vieux pots, quoi, l'Union européenne, l'OTAN, l'OSCE, et on le voit par exemple sur les garanties de sécurité offertes à l'Ukraine. Alors on dit elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN, donc ça pourrait être l'article de garantie de l'Union européenne, mais ça ne fonctionne pas bien. Bon, voilà, on voit quand même, on a une difficulté à imaginer... mais en même temps, on ne convainc pas. Il y a peu de succès, par exemple, sur l'initiative qui a été prise d'une sorte de conférence politique qui aurait pu préfigurer une sorte de conseil de sécurité européen. Bon, ça ne marche pas, quoi. Ou disons que ça ne suscite pas un grand engouement. Et puis, la deuxième, ce qui pourrait être la dernière question, mais on ne vous interroge pas du tout parce que vous venez de l'université de Tübingen, mais c'est vrai qu'on aimerait comprendre où se trouve, dans notre pays, on voit bien comment a évolué l'état de l'opinion, les questionnements, etc. Comment aujourd'hui, à ce point du conflit, les choses se focalisent ou se nouent dans l'opinion publique allemande et dans les rapports de force politiques en Allemagne. Mademoiselle, ça marche? Vous l'avez fait marcher? Alors allez-y, c'est à vous et ce sera la dernière question. We have two questions. So, well... Merci, j'ai deux questions et merci pour cette communication tout à fait intéressante. J'ai donc deux questions, l'une concernant la situation en Ukraine et la guerre donc, qui touche l'Europe, et puis une question du droit international. Première question, comment les États européens pourraient-ils avoir un service de rempart contre la Russie s'ils ont quand même besoin du gaz russe? Et puis, deuxièmement, comment la société internationale pourra-t-elle trouver un équilibre avec ces deux piliers, ces deux règles, souveraineté des États et non-intervention, et comment concilier cela avec la légitimité de l'intervention dans la défense des droits humains? Je pense notamment à l'exemple de la Libye. Alors, merci, et je répondrai aux questions dans l'ordre inverse et répondre à la fin à la question concernant les rapports de force politique en Allemagne. Alors, les interventions en Libye et ailleurs ont été menées avec l'idée d'une société internationale solidaire ou solidariste, l'étant de voir ce qui constituait une menace à la société internationale, notamment les violations des droits de l'homme. Alors là, je suis en désaccord avec ce qu'avait dit le professeur Gauthier à l'instant. Il me semble, pour ma part, que la guerre en tant qu'institution, entre guillemets, a gagné d'importance dans le monde post-guerre froide, parce que ce que l'on considérait comme faisant partie une justification de la guerre allait au-delà des violations territoriales, mais également des violations de droits de l'homme. Alors, la question précédente, où vous parlez de la théorisation de l'équilibre. Alors, il y a finalement deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui s'interrogent plutôt sur la question politique. D'un côté, on se dit que il y aurait un certain parti pris, c'est-à-dire que dans certaines situations on intervient et dans d'autres on n'intervient pas. Il y aura peut-être deux poids, deux mesures, et l'intervention militaire au nom des droits de l'homme, de la protection des droits de l'homme, ces interventions ont été menées dans des situations où les États avaient un intérêt bien compris à intervenir, et même, et là
on pourrait même dire que vous aviez des situations qui étaient relayées par les médias occidentaux. D'ailleurs, les deux vont de pair en général. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, des missions françaises dans certains pays, et vu de l'extérieur, on avait l'impression que les deux facteurs étaient présents. Il y avait un intérêt évident pour la France, mais parce qu'on avait affaire à des anciennes colonies, c'était des pays qui étaient, pour ainsi dire, sur le radar. Alors, pour le cas de la Libye et du rôle de la Russie, la question était de savoir jusqu'où l'on peut aller dans ce genre d'intervention, dans ce genre de mission. Et alors, la responsabilité de protéger semble indiquer que, cette notion semble indiquer que, ces missions ont pour objet de protéger les droits de l'homme, mais c'est pas ça qui permettrait à un pays comme la Russie de disposer d'un gouvernement ou de le remplacer. Et alors, on se dit que, on intervient et ensuite il faudra gérer un changement de gouvernement. Mais l'idée russe selon laquelle on pourrait changer la situation des droits de l'homme sans changer la situation politique ne tient pas la route. Alors, bien sûr, on peut contester l'idée est-ce que c'était une bonne chose d'aller en Libye? On peut douter de cela, mais une fois qu'on y est allé, on ne peut pas ensuite ne pas, si vous voulez, accompagner un changement de gouvernement. Donc il y a effectivement un certain parti pris dans le choix des interventions et ensuite une limite à cette intervention. Alors là, je serai franc avec vous. Pour ma part, j'ai toujours adopté une ligne plus agressive. En tout cas, par le passé, j'étais en faveur de ces interventions extérieures. Ex post facto, je serais beaucoup plus prudent dans mes attitudes et je mettrais la barre en tout cas le seuil d'intervention beaucoup plus haut et le solidarisme qu'on devrait plutôt considérer à modifier ses propres pratiques plutôt que de travailler ou que de faire intervenir cette notion de responsabilité de protéger pour justifier l'intervention. Dans la responsabilité de protéger, il y a 3 piliers. D'abord la prévention, deuxièmement la réaction et enfin la construction post-conflit des institutions. Et alors, ce qui a posé problème dans les pays du monde occidental, c'est qu'on s'intéressait davantage à la réaction qu'à la prévention. Or, la prévention, ça ne consiste pas simplement à dire aux autres ce qu'il faut faire, mais soi-même donner l'exemple en changeant sa façon d'être. Alors, pour ce qui est du gaz russe, évidemment, là, je vous rejoins à 100%. Là, nous sommes alignés sur ce que disait ici même notre amie Nathalie. Les pays membres de l'Union européenne doivent fondamentalement changer leur façon de mener leur approvisionnement en énergie. Le Green Deal, évidemment, est au cœur de cette démarche. Alors, bien entendu, nous avons nos désaccords par rapport notamment au nucléaire. Pour les Français, le nucléaire est au cœur de ce Green Deal, alors que pour les Allemands, les Allemands n'en veulent pas. En tout cas, ce qu'il faut dire par rapport à tout cela, ce qui est incontestable, c'est qu'il va falloir trouver de nouvelles façons de consommer moins d'énergie. Et ça, en soi, ça posera problème, ça ne sera pas facile, mais c'est surtout il faudra le fait qu'il y ait une telle opposition à certains projets d'infrastructure d'énergie renouvelable, moi ça m'interroge complètement. À propos, alors, pour l'énergie nucléaire, la question se pose de savoir d'où vient l'uranium qui alimente les centrales françaises. Il me semble que la Russie est l'un des fournisseurs, mais c'est peut-être un problème à part. Mais alors, autre chose, et pour ce qui est de l'opinion publique, actuellement, disons que il y en a en Allemagne qui semblent dire qu'il faudrait mettre fin au soutien à l'Ukraine, au soutien militaire à l'Ukraine en tout cas, et qu'il suffirait d'envoyer une lettre à Poutine pour l'inviter à négocier.
je crois que cette position est loin d'être majoritaire. Vous vous rappellerez que le week-end dernier, à Berlin, il y a eu une manifestation et Ali Schwarzer et Sarah Wagenknecht ont convoqué, avec d'ailleurs des personnages sulfureux qui étaient associés à cette manifestation. Et en fait, cette manifestation a attiré moins de monde qu'on aurait pu le penser. Alors, l'argument, c'était qu'il faisait pas beau, mais enfin, si on n'explique pas cela par la météo, on peut se dire que finalement, ça n'était peut-être pas disons, une cause qui justifiait de se mobiliser. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que il y a quand même il y a des partisans de d'une position plus dure. Moi, je pense que les gouvernements auraient dû être plus, disons, affirmé dans l'exportation de chars vers la Russie. Enfin, une fois qu'il s'est enfin décidé à le faire, il faut savoir qu'il y avait d'autres pays qui avaient poussé l'Allemagne à réagir. Ces pays-là n'ont pas suivi le même exemple. Alors, est-ce qu'ils se cachaient derrière le petit doigt allemand? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que... Toujours est-il que... il faut se rappeler aussi que l'Allemagne s'est longtemps considérée comme une puissance civile. C'est ce qui a construit son identité nationale. Et la plupart des États, à l'origine, pensaient que c'était une bonne chose, que l'Allemagne se considère comme une puissance non militaire, essentiellement, et avec, paradoxalement, on l'appelle à investir davantage dans l'armement tout en restant une puissance non militaire. Enfin bon, ça pose, disons, ça pose question au sein du gouvernement. Et d'ailleurs, cela, le nouveau gouvernement en place accompagne, évidemment, montre qu'il y a, que les lignes sont en train de bouger. Cette nouvelle position de Scholz s'explique parce que justement il y a une construction de l'identité allemande et on essaie de concilier cette identité avec un soutien militaire à une partie belligérante. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut essayer de comprendre un petit peu la complexité de la situation dans laquelle se trouve le chancelier. Et à sa place, je pense que j'aurais fait essentiellement la même chose. Alors que, à titre personnel, j'étais là à regarder la télé en disant « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» Toujours est-il que, bon, je crois qu'il faut leur accorder un peu plus de crédit dans une situation qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Et je ne pense pas que ce soit à cause du SPD qui aurait des liens avec la Russie. Moi, je crois que ce qui est vraiment en jeu, c'est qu'en fait, fondamentalement, on a une identité, une idée de l'identité nationale. On se dit qu'est-ce que ça doit être la notion de pouvoir en Allemagne depuis maintenant 70 ans, à juste titre, si on se rappelle la Deuxième Guerre. Thank you. On se retrouve lundi prochain avec Jean-Maurice Ripper, qui était notre ambassadeur aux Nations Unies, à Moscou puis à Pékin. Merci beaucoup.